Hypnose et auto-hypnose, au cœur d'un voyage pour votre santé. Un podcast Émergence. Ce second épisode, plus long, est consacré à l'histoire de l'hypnose. L'occasion pour le docteur Claude Virault de retracer les grandes étapes du développement de l'hypnose avec des acteurs français incontournables. À t'entendre, Claude, l'histoire de l'hypnose médicale remonte à très loin. Et on a pourtant l'impression que c'est une pratique moderne. Oui, on dit que l'hypnose apparaît dans le monde médical, donc c'est-à-dire le monde scientifique, le monde officiel de la médecine, aux alentours de 1780. 1780, pour bien se rappeler les choses, c'est à peu près la Révolution française. Et on va voir que c'est pas un hasard. C'est-à-dire que depuis 240 années, l'hypnose fait partie du patrimoine de la médecine. Je parle de la médecine. Comment elle arrive, l'hypnose, dans la médecine? Depuis toujours, la médecine a su développer des outils thérapeutiques concrets pour soigner les gens. Concret, ça veut dire des médicaments, des soins chirurgicaux, des soins alimentaires, les fameux saignées qu'on racontait à l'époque, des enveloppements, des massages. Donc il y a tout un arsenal thérapeutique qui existe dans la médecine de cette fin du XVIIIe siècle. Mais pourtant, malgré cet arsenal thérapeutique, beaucoup de patients en souffrance ne trouvent pas de soulagement, de guérison, ni d'amélioration, malgré tous ces soins. Alors ces patients-là, souvent, vont être référés. On va dire, eh bien, ce sont probablement des soins spirituels qu'ils auraient besoin. Ce qui fait que beaucoup de gens vont chercher de la guérison auprès de la religion. Donc en gros, les pathologies corporelles vont être dans le domaine de la médecine, et ce qu'on appellera aujourd'hui les pathologies plus psychologiques, on va assez facilement les orienter vers du spirituel et de la religion. Et puis un médecin viennois découvre, on va dire un peu par hasard, que par son influence à distance, il peut aider des gens qui ne guérissent pas d'habitude à aller mieux. Sans toucher, sans donner de produits, sans matériaux. Et ça, c'est tout à fait inédit dans la médecine. Donc, il va faire sa thèse, il va publier, et il va parler. Il va dire que dans le cosmos ou autour de la Terre, il y a une substance qui s'appelle l'éther et qui contient une force vitale. Et cette force vitale, elle est présente tout autour, elle est présente chez les individus. Quand l'individu a suffisamment de force vitale et qu'elle est circulante, eh bien les individus vont bien. Si elle vient à manquer, parce qu'ils sont affaiblis, parce qu'ils ont eu des chocs, parce que dans leur construction, il y a peut-être une défaillance quelconque, eh bien, ces gens-là ne vont jamais aller tout à fait bien dans leur vie. Donc, ils vont développer ce qu'aujourd'hui on appellerait de la dépression, ils vont développer des peurs, ils vont développer des phobies, des phobies, des troubles émotionnels, d'irritabilité, de la colère. Ce médecin viennois, il s'appelle. Ce médecin s'appelle Franz Anton Mesmer. Et donc il publie, il décrit tout ça, et il décrit que certaines personnes sont capables de capter ce fluide universel, ce fluide vital, de le capter comme une antenne, et de le retransmettre aux gens qui sont en difficulté. Il présente ses travaux et ses hypothèses à la Société médicale de Vienne, qui n'apprécie pas du tout, et qui lui demande, plus ou moins poliment, de quitter Vienne. Voilà, donc il est pas du tout bien reçu. Alors je vous disais qu'on était à peu près dans les années 1770-1780.
Mesmer se dit qu'il faut qu'il trouve un endroit où il va pouvoir développer ses théories et sa pratique. Tout naturellement, il vient à Paris. Et pourquoi il vient à Paris? Et Paris, à cette époque-là, c'est le centre intellectuel, philosophique de l'Europe. Et dans cette Europe, dans ce Paris, dans cette France, de cette partie du XVIIIe siècle, il y a un courant très puissant qui va se développer, qui va s'appeler le courant des Lumières, et le XVIIIe va s'appeler le siècle des Lumières. Et les Lumières, ça veut dire que ce sont des gens éclairés, et qui prônent, enfin qui encouragent aussi à avoir plus de lumière dans le monde pour voir des nouvelles choses. Et ce siècle des Lumières, ces grands écrivains, hein, comme Montesquieu ou je ne sais pas comment ils s'appellent, on rajoutera, eux-mêmes, ils s'inspirent d'un courant qui est né bien avant, qui s'appelle l'humanisme. Il y a beaucoup de manières de parler de l'humanisme, c'est un mot tellement large qu'on peut lui faire dire à peu près ce qu'on veut, l'hypnose aussi d'ailleurs. Presque tous les mots. Comme tous ces courants puissants qui ont traversé les siècles. Mais l'humanisme de cette époque-là, il va développer deux grandes valeurs. Deux grandes valeurs, et qui sont encore aujourd'hui extrêmement puissantes dans notre monde de 2020 et dans l'hypnose. Une des valeurs, c'est de rapprocher les savoirs. Déjà, dans ce monde du milieu du XVIIIe siècle, le savoir est très fractionné. Il y a des savants en philosophie, des savants en anatomie, il y a des savants en pharmacie, il y a des savants en physique, et chacun est dans son point. Donc l'humanisme, c'est ouvrons la porte à l'ensemble des savoirs et voyons ce qu'on peut en faire. Et on sait bien que quand on réunit plusieurs personnes d'ailleurs, ou plusieurs savoirs, ou plusieurs connaissances, on arrive à fabriquer des choses nouvelles. Et puis, une deuxième grande valeur va être mise en avant, c'est la notion de ressources de la vie. Ça veut dire que le regard qui est porté sur l'humain devient différent dans ce sens où il est décrit que chaque humain possède plus de ressources que ce qu'il utilise aujourd'hui. Des ressources internes, des ressources qu'on va dire aujourd'hui, des ressources dans sa mémoire, dans sa conscience, dans son expérience, dans sa transmission. On pourrait peut-être parler aujourd'hui aussi de ressources dans le génétique. Mais c'est extrêmement puissant cette notion-là. Ça veut dire qu'un individu donné qui est tel métier aujourd'hui, ou qui a telle difficulté aujourd'hui, eh bien, potentiellement, peut évoluer et devenir différent. Alors que jusque-là, chacun a sa place et c'est définitif dans la société. Tout d'un coup, il y a un regard sur l'humain qui dit « et peut-être que les choses peuvent devenir différentes ». C'est donc une position très optimiste, mais c'est une position révolutionnaire par rapport à la manière de considérer l'humain et la société. Et d'ailleurs, ça va en partie ou en grande partie, eh bien, fonder et favoriser la fameuse Révolution française de 1789. Alors Mesmer, il vient à Paris parce que Paris est ouvert aux nouvelles idées, aux nouvelles expériences. Et Mesmer arrive dans un moment de l'histoire de France, de l'histoire de la connaissance en France, où on dit que, eh bien, on peut faire émerger des nouvelles ressources chez les gens. Et que même si ces ressources au départ ne sont pas visibles, eh bien, elles peuvent apparaître, pourvu qu'on mette en place un processus favorable. Alors, c'est quoi le processus favorable que Mesmer amène avec lui dans ses valises? Eh bien, ce processus est surtout connu lorsqu'il va développer sa
sa clientèle, sa capacité de soigner à Paris. Il va inviter les gens qui viennent le voir à rester plutôt immobiles, parfois écouter un peu de musique, et puis à se charger, recevoir en quelque sorte ce fameux fluide vital dont il manque. Et ce processus, ça peut prendre longtemps, puisqu'il est décrit qu'il peut prendre plusieurs heures. Et au bout de ce processus, eh bien, une partie de ces gens-là vont se porter mieux, vont évoluer favorablement, et vont parfois se déclarer guéris. Donc un processus qui est tout à fait en dehors de la médecine classique de l'époque. Donc on écoute de la musique, On fait surtout rien, en gros. on n'est rien, Ouais, on laisse son esprit vagabonder. ouais. Et puis on sait, ouais, on sait que ce fluide est. Alors, ils avaient fabriqué un Un appareil appareil, capteur de fluide. c'est ça, très original, qui s'est appelé le baquet de Mesmer. Ça, c'est vraiment de l'histoire, c'est plus que de l'anecdote, puisque il existe encore des baquets comme ça en France. En fait, quand il est arrivé, il a eu un succès fou. Ben oui, tous ces gens-là qui trouvaient des soins nulle part, tout d'un coup, ils avaient un espoir. L'espoir, c'est à quel point l'espoir est important dans tout processus de soins. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent le voir. Et il y a tellement de gens qui viennent le voir qu'il ne peut plus soigner tout le monde. Alors, il a l'idée de faire ce qu'on appelle aujourd'hui une sorte de thérapie de groupe. Ça existait déjà, la thérapie de groupe, dans les églises, dans les lieux magiques. Bien sûr, c'est pas nouveau. Alors, mais comme il veut faire du soin avec de la matière, il se dit comment je vais envoyer du fluide à tout un groupe de gens. Alors, il est quand même scientifique. Et c'est l'époque où on découvre l'électricité. Alors, un peu comme pour les piles électriques que vous avez dans votre téléphone, dans tous les appareils, les télécommandes, vous avez besoin d'une pile. Eh bien, il va fabriquer des piles. Des piles avec, voilà, il y a quelques matériaux à réunir. Et il a l'idée qu'il va, lui, magnétiser l'eau et qu'il va remplir les bouteilles de son magnétisme. C'est sa théorie. Et ensuite, il y a des perches métalliques qui sont plongées dans l'eau et qui ramènent le fluide chez les gens. Et alors, si ça vous intéresse, vous regardez le baquet de Mesmer sur Internet, vous trouvez des gravures et des images qui reproduisent ce processus. Juste quelque chose qui n'est pas tout à fait clair pour moi. Au tout départ, vous commencez à parler de Mesmer. Vous dites que Mesmer découvre qu'il peut apporter de l'aide à distance Ouais. à des gens dans leur peau, etc. Mais comment est-ce qu'il découvre ça? Comment En fait, cette connaissance existait déjà. Ah. Elle existait dans d'autres sphères que la sphère médicale. Quand on dit qu'il découvre, en fait, il fait un transfert de savoir. C'est du savoir qui existait déjà dans la culture. La religion soigne à distance. Oui. Vous voyez, la religion qui déclenche parfois des transes ou quand on se réfère à un saint ou à un apôtre, il n'y a pas de processus corporel direct entre ceux qui soignent et celui qui est soigné. Alors la question, elle vient peut-être pas au bon moment, celle-ci, mais la psychiatrie existait déjà. Non. C'est ça, c'est ça que je voulais savoir. La psychiatrie n'existait encore pas. Mais par exemple, est-ce qu'existaient déjà les passeurs de feu, les magnétiseurs, etc. Ah, alors, il existait des tas de gens qui savaient soigner comme ça. Qui avaient Mais qui étaient fois dans le monde médical. Qui avaient un fluide, c'est-à-dire que lui, alors, je ne sais pas s'il parlait déjà de fluide. Est-ce que c'est lui qui a théorisé finalement, qui a théorisé quelque chose qui existait déjà? Oui. C'est ça. Il existait déjà, et lui, il a postulé qu'il y avait ce fluide. C'est ça. Ce fluide
Il a, le fluide universel. il a donné une explication, en quelque Voilà. sorte, à quelque chose qui Et il a donné une était... explication qui permet de faire rentrer un processus non médical dans le monde médical. Ouais. Moi, on a déjà vu que les médecins bien n'ont pas aimé du tout, Mais si. hein. Mais bon, Et c'est comme partout, et c'est toujours très difficile de proposer des changements. Eh bien, les médecins de Paris ne vont pas aimer plus. ah, c'est ce que j'ai... Mais non, Bien sûr. mais non. Parce que qu'est-ce que c'est que ce Viennois qui arrive avec des processus bizarres, étranges, avec son prétendu fluide animal, là, donc ça ne plaît pas du tout à ce qui aujourd'hui serait le ministère de la Santé. Bien sûr. Alors il y a une enquête, il y en aura deux, on va les résumer, elles sont à peu près du même ordre. Une commission d'enquête, ou deux commissions d'enquête vont être organisées essentiellement pour faire la preuve ou non de ce fluide animal. Existe-t-il ou est-ce que c'est une invention, une pure invention de Mesmer? Alors, ben, comme aujourd'hui, il y a des appareils, ben, à l'époque aussi, ils vont chercher à vérifier l'existence du fluide animal. Et ils ne le trouvent pas. Ils ne trouvent pas de fluide animal. Alors, ils vont décréter que ben, Mesmer dit des choses qui sont fausses. Et que sa théorie de soins, sa théorie médicale, eh bien, elle n'a pas de valeur. Bon. Donc, il est discrédité, Mesmer, par ce biais-là. Oui, mais et les gens qui guérissent? Et les gens qui vont mieux? Alors, eh bien, ces deux commissions d'enquête vont ouvrir une porte en disant, si les gens guérissent, c'est du fait de leur imagination. Et voilà un nouveau concept qui arrive dans la médecine, qui est le concept d'imagination. Le fluide animal va tomber, mais ce qui va monter, c'est l'imagination. Et l'imagination, c'est la conscience. Et voilà l'irruption de la conscience dans le monde médical. Dans ces mêmes époques, et c'est là qu'on va voir encore l'importance de ce courant des Lumières, à quel point cette idée que des gens peuvent changer, on a parlé de changement déjà tout à l'heure. La révolution, c'est un grand changement, tout change dans plein de domaines. Hein. On pense au domaine politique, mais c'est vrai aussi dans le domaine philosophique, scientifique, social, fiscal, et je ne sais quoi encore. Donc c'est un grand changement partout. Cette idée-là, elle va arriver auprès de médecins. On raconte un médecin et quelqu'un qui s'occupait des malades aliénés, puisqu'à l'époque, on parle des aliénés. Les aliénés, ce sont des gens, dont on dit aujourd'hui, qui sont malades mentaux. Eh bien, à l'époque, on ne fait rien, on ne sait rien faire pour les malades mentaux. La médecine ne fait rien. Et la seule chose que fait la société par rapport aux malades mentaux, c'est les enfermer. Et les enfermer, c'est au sens strict du terme, puisqu'ils vont être enfermés comme dans des prisons. Et avec des cellules, avec des geôles. Et c'est tout. Voilà. On pourvoit aux besoins de les protéger du froid, de les nourrir, et puis c'est tout. Forcément, c'est des gens qui ne vont pas évoluer de manière très favorable. Eh bien, l'idée, là, qui a commencé à fermenter précédemment en France, eh bien, c'est qu'on peut peut-être apporter quelque chose d'autre à ces gens-là. Et que si on leur apporte quelque chose d'autre, eh bien, peut-être aussi qu'ils vont pouvoir évoluer. Et donc, l'histoire rapporte que c'est le médecin de l'hôpital Bicêtre qui va le premier faire ce qui va s'appeler la libération des fous. Et en fait, il y a un deuxième personnage dont je vous retrouverai le nom, si c'est important, parce que c'est en fait lui, c'est peut-être plus sain, je crois. En tout cas, en 1793, les premiers fous sont libérés de leur chaîne, avec l'idée que si on s'occupe d'eux, que si on leur parle, que si on leur donne du temps, que si on les écoute, eh bien, une partie de ces gens-là vont évoluer de manière favorable. Et c'est bien ce qui va se passer. Et c'est là
qu'apparaît, 1793, on peut dire, pour la première fois, des soins pour des gens qui ont des troubles psychologiques importants, sévères et qui foutent de soins. C'est grand. Petit à petit, cette idée-là va être validée, et ça va être le début de la création de services spécialisés pour les pathologies psychologiques à partir de 1800, et qui petit à petit va aller vers la création d'hôpitaux spécialisés. Bon. Mais là, est-ce que c'est pas un petit peu éloigné de l'hypnose, enfin de la pratique Si, bien sûr. de l'hypnose? Oui, on s'est éloigné de la pratique de l'hypnose, mais je crois que c'est important de ressentir comment aussi dans l'hypnose, il y a cette valeur-là. Oui, bien sûr. Cette valeur de potentialité, de ressources, de capacité. Et comment ce virage-là de la révolution a fait naître l'hypnose, mais a fait naître aussi de l'espoir pour soigner des troubles qui, jusqu'alors, ne pouvaient pas être pour lesquels il n'y avait aucune thérapeutique. Alors, revenons à l'hypnose. Donc, on abandonne le magnétisme animal, puisqu'il s'appelle aussi le magnétisme animal. Et en fait, ce courant-là, créé par Mesmer, va surtout rester vivace dans la société sous la forme du magnétisme. Et aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui se réclament de ce processus de magnétisme animal, de magnétisme en tout cas, pour soigner les gens. Alors c'est une branche qui existe, mais sans théorie, sans concept, sans... Voilà, c'est juste une capacité que les gens auraient à soigner. Ceux qui vont développer le courant de l'imagination, eh bien, vont commencer à soigner avec cette idée, non plus d'un fluide, d'un fluide qui serait comme une sorte de médicament, d'un fluide, mais de faire émerger chez des patients des capacités nouvelles. Des capacités nouvelles pour se positionner autrement dans leur vie, des capacités nouvelles par rapport à leur corps, pour se sentir mieux, des capacités nouvelles par rapport à des nouvelles idées, des nouvelles manières de fonctionner. Alors cette hypnose, elle va avoir tout au long du 19e siècle des moments avec beaucoup de développement, des moments où elle va être moins utile. Mais elle va avoir un développement important dans le monde chirurgical qu'on a évoqué tout à l'heure. Et par exemple, il y a une très belle gravure qui est restée dans les documents de la médecine, qui je crois se passe en 1834, et on voit une femme qui est opérée du sein, qu'il y a ce qui s'appelle une mammectomie, comme fait aujourd'hui encore, mais qui a des pathologies cancéreuses, et sans aucune douleur, grâce à l'hypnose. Donc, ce savoir-là était très vivace à l'époque. Oui, très très fort. L'histoire raconte aussi un médecin anglais qui était aux Indes, ces deux pays étaient liés pour l'époque. Et dans tous les services de chirurgie, les mortalités étaient effroyables, puisqu'il est question de 45% de mortalité. En Inde? Enfin, et donc d'autres services de chirurgie, 45%. Ah oui, il n'y a pas très envie de faire opérer. Hein. Non. Mais du coup, comme les gens n'avaient pas envie de se faire opérer, ils se opéraient très 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 tardivement aussi, donc à des phases très avancées des maladies. Toujours est-il que ce médecin anglais a appris à faire de l'hypnose en Écosse, je crois, et l'a utilisé à Calcutta par son service, et il a compilé, comme fait aujourd'hui dans la science moderne, tous ces cas cliniques, et il a montré qu'il n'y avait plus que 5% de morts dans son service. Simplement, le simplement est entre guillemets, parce qu'il mettait en place un système de protection par rapport à la douleur, au stress, à l'angoisse. C'est-à-dire, il permettait aux gens de garder active leur capacité naturelle d'être vivant, de 45 à 5%. Alors on se dit, tout le monde va s'en servir. Oui. Eh ben non. Parce que juste après, ce sont des dentistes, évidemment très concernés par la douleur,
eh bien, qui vont inventer les tout premiers produits anesthésiques. Et qui vont s'avérer efficaces, l'éther, le chloroforme, avec bien sûr quelques précautions importantes, mais du coup, qui vont s'avérer plus classiques dans la médecine, puisqu'il est là encore question de donner un produit. C'est plus simple, et puis ça va très bien fonctionner, et puis ça va donner le top départ de ce nouveau métier qui va commencer à apparaître, d'anesthésiste. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, l'hypnose est un peu... Oui, l'hypnose n'est pas très utilisée à ce moment-là. Et puis il va y avoir une nouvelle très très grande époque de l'hypnose, qui est entre 1870 et 1900, avec deux grandes écoles, une à Paris, une à Nancy. L'école de Paris va s'intéresser à l'hypnose comme un outil de recherche, puisque il était déjà connu que l'hypnose permettait de faire presque abstraction de la douleur, puisqu'il était apparu aussi que dans l'hypnose, il pouvait y avoir des manifestations musculaires un peu étranges, qui est par le fait qu'une partie du corps, ou un bras, ou l'ensemble du corps peut rester tout à fait immobile pendant un temps très longtemps, ce qui n'est pas naturel. Enfin, il y avait des connaissances comme ça sur des manifestations psychologiques et corporelles qui étaient un peu étranges par rapport à la connaissance neurologique de l'époque. Et donc, il y a un très très grand professeur de neurologie qui s'appelle le professeur Charcot, qui a décidé d'utiliser l'hypnose pour voir est-ce que ça pourrait être utile chez certaines personnes qui sont dans ces services d'aliénés, qui existent encore, enfin les services d'aliénés, il n'y a plus d'enfermement, mais c'est comme des gens qui sont malades. Mais surtout, pour essayer de mieux comprendre comment fonctionne l'organisme, en particulier la neurologie, puisqu'il y a, je vais raconter deux histoires un peu étranges. Une, sont même des expériences qui ont été renouvelées tout au fil du temps. L'une est la suivante. On demande à des gens s'ils sont volontaires pour se prêter une expérience scientifique. Ils sont très motivés puisque cette expérience va générer de la douleur. Ça se fait encore, des expériences comme ça. Et il y a des gens qui viennent, pour le bien de l'humanité, en quelque sorte, pour la connaissance. Donc ici, c'est une dame qui est, comme on dit, sensible à l'hypnose. C'est-à-dire qu'elle développe assez facilement un état hypnotique, comme on le décrira un peu plus tard. Dans l'endroit où on va lui faire cette hypnose, il y a aussi un feu, un brasero, sur lequel on met une pièce métallique, comme une pièce d'argent, une pièce de monnaie. Et on dit à cette dame, quand vous serez en hypnose, on posera la pièce sur votre main, et votre objectif, c'est de résister le plus longtemps possible. Mais quand ça devient trop douloureux, vous arrêtez. Alors, le processus hypnotique est mis en route, et la pièce est posée sur ça. Et au bout de 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes, hop, elle dégage la pièce, parce qu'elle est en hypnose, mais on va le voir, elle ne dort pas. D'ailleurs, cette expérience montre bien qu'elle ne dort pas. Donc elle arrête la douleur, et l'état d'hypnose est lui-même arrêté. Bien sûr, comme la pièce était brûlante, eh bien, elle développe une rougeur, et même une cloque. Donc il y a une brûlure de la couche superficielle de la peau. Donc, rien d'intéressant, n'est-ce pas? Oui, sauf que ce n'est pas une pièce brûlante qui a été posée sur sa peau. C'est une pièce froide. Mais son imagination, la suggestion, donc elle y croyait tellement qu'elle a fini par ressentir la brûlure. D'accord? On va dire qu'elle est suggestible. Oui. Mais son corps aussi développe une brûlure. Et ça, à l'époque, et encore aujourd'hui, ça fait partie un peu des mystères de l'organisme et de ce que nous sommes, nous, êtres vivants.
Extraordinaire. C'est extraordinaire. Une autre anecdote qui est un peu moins spectaculaire, mais qui a beaucoup troublé Charcot, puis les scientifiques de l'époque. Ici, nous sommes dans une pièce lumineuse. Oui. Supposons qu'on ferme les volets, qu'on fasse le noir dans la pièce. Au niveau de vos yeux, il va y avoir une dilatation des pupilles pour essayer de voir quelque chose. Donc on sait que dans le noir, les pupilles s'ouvrent, dans le jour, les pupilles se ferment. C'est ce qu'on appelle le réflexe pupillaire. Le réflexe, ça veut dire que ce n'est pas contrôlable. Hein. Ça fait partie de l'organisation du corps. En hypnose, vous êtes dans une pièce sombre, ou plutôt vous êtes dans une pièce ordinaire, et on vous demande d'imaginer que vous êtes dans une pièce très sombre, très sombre, très sombre. Alors, en hypnose, on peut garder les yeux ouverts. Hein. Ça ne suppose pas que les yeux soient fermés. C'est pas dormir, oui, on ferme les yeux pour faire l'hypnose. Bon, c'est pas la même chose. Donc, cette personne-là, on lui dit qu'elle est dans... Eh bien, ses pupilles vont s'ouvrir sous l'effet de son imagination. Donc, ça va avoir un effet corporel. Mais c'est pas tout. Cette même personne, on lui met une lumière forte devant l'œil. Donc, on crée un impact lumineux très fort. Eh bien, sa pupille ne va pas se refermer. C'est-à-dire que la puissance de la suggestion et de son imagination qu'elle est dans une pièce noire va être plus forte que ce qui se passe autour d'elle. Ça veut dire quoi encore? Ça veut dire que dans certaines circonstances, et ici on va appeler les circonstances hypnotiques, donc dans certaines circonstances, le corps, l'organisme, par la réaction à la brûlure, par le réflexe pupillaire, ne répond plus aux logiques ordinaires de la neurologie. Et ça, c'est mis en évidence par l'hypnose. Alors, c'est quoi ce corps? C'est quoi cette imagination? Eh bien, ça va résister à l'étude scientifique de cette fin du 19e siècle. Donc, l'étude ne va pas produire de résultats très utilisables. En même temps, je vous avais parlé d'une école de Nancy. L'école de Nancy s'intéressait à l'hypnose pour son pouvoir thérapeutique, pour son pouvoir d'aide, de soulagement, comme elle a toujours eu au fil du temps. Et donc cette école va aussi beaucoup se développer. Et ces deux écoles vont se confronter. Les connaissances, les conceptions, les idées sur l'hypnose vont devenir confuses, vont devenir un peu floues. Elles ne font pas se réunir pour avoir une réflexion commune. Et on arrive au 31 décembre 1899, c'est-à-dire la veille du 1er janvier 1900. Et 1900, c'est officiellement l'ère de la modernité, l'ère de la science, l'ère de la connaissance. Et donc, dans le monde scientifique, à ce moment-là, on décide de choisir les outils qui sont les plus concrets, vérifiables, mesurables. On est déjà dans cette logique-là. Mais tous les outils qui ne sont pas assez solides sur le plan scientifique, dont l'hypnose, vont être écartés. À une époque, comme vous le racontiez, il y a eu cette ouverture que maintenant on en est arrivé en 1899 à une sorte de fermeture des choses. Ouais. Et donc chacun retourne dans son précaré. C'est ça. Ok, c'est ça. Oui, il y a eu à cette époque-là aussi un mouvement scientifique extrêmement puissant qui s'appelle toujours d'ailleurs le positivisme logique. Et ce positivisme logique lui dit les scientifiques ne doivent s'intéresser qu'à ce qui est matérialisable, donc qu'on peut trouver positivement. Donc tout ce qui est un peu, on va dire, un peu invisible, un peu psychologique, ou à distance, ça ne doit plus faire partie du monde scientifique. Donc l'hypnose va disparaître du monde scientifique. Tout simplement. Peut-être nous reviendrons sur... alors, l'hypnose ne va plus être utilisée nulle part, quasiment nulle part, pendant des dizaines d'années. Hein? En France, il faudra attendre à peu près 1980 pour qu'on retrouve un développement médical de l'hypnose. Mais justement, donc on va
ces 80 années-là, il n'y a pas grand-chose à dire sur l'hypnose en France. Peut-être nous reviendrons un peu plus loin quand nous parlerons de Milton Erickson sur le développement de l'hypnose aux États-Unis, par exemple, qui est un peu différent. C'était où, dans quel... Milton Erickson, lui, il découvre l'hypnose en 1930 à peu près. Oui. Et donc, il va développer l'hypnose jusqu'en 1980. Vous voyez, c'est à sa mort, 1980, que le courant hypnotique va se développer en France. Donc, ça veut dire qu'à l'étranger, il se passe quand même quelque chose au niveau de l'hypnose. Il se passe des choses. Il se passe un peu des choses. Mais puisque vous revenez sur l'humanisme, aujourd'hui, il y a un courant très fort médical. Ce courant très fort, c'est de développer une médecine humaniste. Pourquoi on a besoin de parler de médecine humaniste? Elle ne serait pas toujours humaniste? Eh bien non. Parce que depuis le début de 1900, on a surtout développé une médecine matérialiste, extrêmement performante, extrêmement utile, qui a permis de traiter de nombreuses maladies, de développer la chirurgie, de traiter les infections, je ne sais quoi, enfin, de traiter les maladies chroniques, le diabète, une médecine incroyable, matérialiste, et qui a un peu oublié sa dimension humaniste. Et c'est ce que beaucoup de gens, que ce soit dans les hôpitaux qui ont besoin de soins ou ailleurs et qui regardent la médecine, disent, mais où est l'humanité là-dedans? Parce que l'humanité, c'est d'être avec quelqu'un, d'être assis à côté de son lit, de passer du temps avec lui, de lui tenir la main, de regarder, de l'écouter, de lui donner des paroles, de savoir créer de l'espoir, de savoir projeter quelqu'un vers un futur favorable. C'est ça la médecine humaniste. Et bien, l'évidence, elle a été un peu perdue. Je peux en être témoin, puisque je fais mes études médicales entre 1976 et 1983, et que je n'ai jamais entendu parler de ce concept d'humanisme. Je n'ai été formé, et bien formé, par des professeurs de très grande qualité, par des services, des hôpitaux, à de la médecine technique. C'est là toute la formation que j'ai eue. Les professeurs et les maîtres tendaient à dire tu apprendras la relation, la communication, l'empathie, tout ça, sur le tas. Ils ne le disaient même pas d'ailleurs, c'était implicite. Eh bien, cet implicite fonctionnait chez une partie des soignants et ne fonctionnait pas du tout chez une autre partie des soignants. La formation, c'est important. Et ça, il est certain que le développement de l'hypnose aujourd'hui porte en elle, ou porte en lui, puisque c'est le développement, porte en lui cette valeur d'humanisme. C'est-à-dire de rapprocher les savoirs de la chirurgie et de la psychiatrie, ça n'allait pas de soi. Rapprocher les savoirs de la manière de faire un pansement pour escarre et la manière de traiter une phobie, ça n'allait pas de soi. Et pourtant, ce sont des savoirs qui ont besoin de se parler. Mais aussi, dans l'hypnose, il y a une dimension extrêmement importante, et c'est comme ça que commencent toutes les formations. C'est d'abord la relation humaine et la communication. Comment on se met en communication, en face, en interaction avec quelqu'un, pour que les soins qu'on va lui prodiguer, y compris les soins corporels, que ce soit des médicaments, la chirurgie ou des manipulations corporelles, pour que ces soins-là deviennent encore plus efficaces, plus performants, plus faciles, mieux acceptés. C'est-à-dire, là encore, vous voyez, rapprocher le savoir de la communication, par exemple, du savoir de la prescription. Et là, on est dans un courant humaniste. Qui n'est pas encore tout à fait assez développé. Mais c'est un courant. Et je peux moi témoigner que, aussi, je vous ai dit déjà que quand j'ai fait mes études, je n'ai jamais entendu parler de cette notion-là. D'ailleurs, quand je suis allé faire ma formation en psychiatrie, je ne l'ai pas beaucoup rencontrée non plus dans l'hôpital psychiatrique, alors que je pensais la trouver là. Je pensais trouver des choses que je ne savais pas nommer à l'époque. Mais je pensais y trouver de la philosophie, de la sociologie, de l'humanisme, de la connaissance sur les spiritualités. Et non. L'hôpital psychiatrique n'était pas plus riche de ces valeurs-là, un tout petit peu peut-être, mais pas tellement plus que l'hôpital général. La première chose qu'on m'a appris,
officiellement, le premier examen que j'ai dû passer au bout d'une année, c'était de savoir observer un patient. Alors ça, c'est extrêmement précieux, l'observation. Et on sait aussi que la notion d'observation, c'est un peu perdu dans le monde médical, parce que l'observation demande du temps. Le temps. Or, on ne peut pas faire un soin de bonne qualité si on n'a pas le temps, si on ne prend pas le temps, et surtout si on ne donne pas le temps. Donc l'observation, ça, merci beaucoup d'avoir appris à faire de l'observation. Mais de l'observation pour faire quoi? Pour soigner. Et qu'est-ce qu'on apprend pendant une année en psychiatrie? Comment prescrire un anxiolytique ou un antidépresseur? Voilà ce qu'on m'apprend. Et alors on y reviendra peut-être à un autre moment, c'était un moment un peu difficile. Donc je n'ai pas trouvé ces valeurs que je pensais trouver en psychiatrie ou en psychologie, pas à la hauteur en tout cas de ce que j'espérais. Et c'est ma rencontre avec l'hypnose qui va faire basculer tout ça. Maintenant, si l'hypnose se développe aujourd'hui, comme on l'a dit, à peu près depuis les années 80, c'est parce qu'il y a ce besoin impérieux de développer une médecine différente, en gardant toutes les valeurs de la médecine qui nous soigne au quotidien, et en lui injectant quelque sorte une substance qu'on va appeler communication, relation, disponibilité, temps, empathie, au total, il faut rappeler de la médecine humaniste. Le podcast Hypnose et Santé est une création Émergence. Pour toute question, nous serons heureux de vous accueillir sur hypnoseaupluriel.com.